Il n'y avait plus de sortie, juste une descente douce, comme si le pont s'enfonçait dans l'eau, sans jamais y arriver. Cela s'est passé il y a environ 6 ans. Moi et 3 autres amis sommes allés à un concert dans le plus grand lieu de spectacle de Mexico. L'une de mes amies est une femme, c'est important pour l'histoire. Le concert s'est terminé et nous nous étions mis d'accord sur un point de rendez-vous à l'extérieur de la salle pour prendre un taxi et rentrer ensemble. Il y avait environ 100 000 personnes sur place, donc nous avons inévitablement été séparés. Nous sommes allés au point de rendez-vous et avons attendu mon ami pendant environ 15 minutes, puis nous avons commencé à nous inquiéter. Nous avons essayé de l'appeler, mais à cause de la quantité énorme de personnes présentes essayant aussi de passer des appels, le réseau était saturé. Les appels n'aboutissaient pas ou ne pouvaient pas être reçus, et notre inquiétude a grandi. Après encore 10 minutes à essayer de la joindre, je reçois un appel de sa part. Elle avait l'air extrêmement sombre et triste. Elle m'a dit « Salut Seb, je vais bien, je suis déjà chez moi, tout va bien. » J'ai immédiatement paniqué, car c'était impossible. Elle habitait à 2 heures de là, et à peine 1 heure s'était écoulée depuis la fin du concert. Nous avons été terrifiés et avons essayé de la rappeler, tout en arrêtant des policiers, car étant donné que nous étions à Mexico, j'ai pensé qu'elle avait été kidnappée. Puis, 30 secondes après l'appel, elle sort de la foule, aussi détendue que possible. Je me mets à crier, lui demandant ce qui n'allait pas chez elle, etc. Le plus étrange, c'est qu'elle avait l'air réellement surprise. Elle a nié avoir passé le moindre appel. Elle avait essayé, mais n'avait pas réussi à obtenir de signal. Nous ne la croyions pas, alors nous avons vérifié son téléphone. Il n'y avait aucune trace d'un appel passé. Ensuite, je prends mon propre téléphone pour lui montrer l'appel, et là non plus, aucune trace d'un appel reçu. À ce jour, je n'ai aucune idée de ce qui s'est réellement passé, car la voix au bout du fil était bien la sienne, et elle connaissait des détails me concernant, y compris mon nom. Au lycée, je faisais du tir à l'arc, et un jour, pendant l'entraînement, un des nouveaux a tiré une flèche qui a fait mouche en plein centre de la cible. Exactement dans le mille. Ce n'était pas si extraordinaire que ça. Quand on tire suffisamment de flèches, tôt ou tard, l'une d'elles finit au centre. Mais tout le monde était sympa et le félicitait. Soudain, une voix dans ma tête, qui sonnait comme la mienne mais ne semblait pas venir de moi, a dit « Ouais, mais l'un va faire exactement la même chose. » Et dans mon esprit, j'ai vu l'un tirer une flèche, la flèche voler dans les airs et atterrir en plein centre de la cible. Ensuite, 3 ou 4 secondes plus tard, je la vois tirer pour de vrai, suivre exactement la trajectoire que j'avais visualisée, et avec un bruit sec, la flèche se plante, dans le mille. Tout le monde court la féliciter maintenant, elle était nouvelle elle aussi, et moi je reste à l'écart, complètement perplexe sur ce qui vient de se passer. C'est arrivé une deuxième fois, 1 mois ou 2 plus tard. J'ai encore vu quelque chose dans ma tête se dérouler exactement comme quelques secondes après dans la réalité. Mais j'ai oublié les détails de cette deuxième fois, et depuis, ça ne s'est plus jamais reproduit. Mon père est décédé en 2013. Ma mère n'a pas eu la force d'entrer dans son dressing pour trier ses affaires, les jeter ou les donner. Finalement, l'année dernière, elle a trouvé le courage de le faire. Elle n'avait pas ouvert cette porte depuis 4 ans, mais dès qu'elle l'a fait, l'odeur de son eau de Cologne l'a frappée de plein fouet. Ce n'est pas si surprenant, vu que la Cologne devait être imprégnée dans les nombreux costumes qu'il portait pour le travail. C'était trop pour elle, alors elle a éteint la lumière et refermé la porte. Cette nuit-là, en allant se coucher, elle a vu que la lumière du dressing était allumée et s'est maudite d'avoir oublié de l'éteindre. Elle a donc rouvert la porte et éteint la lumière. Plus tard dans la nuit, elle s'est levée pour aller aux toilettes et a vu que la lumière était allumée à nouveau. Ça l'a vraiment troublée, car elle était certaine de l'avoir éteinte 2 fois. Elle l'a éteinte une nouvelle fois. Puis, ce jour-là, en rentrant du travail, la lumière était encore allumée. Cela l'a tellement effrayée qu'elle a dévissé l'ampoule.
Je ne suis pas certain qu'elle ne laissait pas inconsciemment la lumière allumée, comme une excuse pour retourner dans le dressing et respirer l'odeur de mon père, sans affronter frontalement la douleur de son absence. À ma connaissance, l'ampoule est toujours dévissée et elle n'y est plus retournée depuis. Le mois dernier, ma femme et moi lui avons rendu visite, et elle vit dans un autre état, et je n'ai pas pensé une seule fois à aller dans ce dressing pour vérifier si l'odeur était vraiment encore là ou si c'était seulement dans sa tête. Ça ne m'avait même pas traversé l'esprit, jusqu'à maintenant, en l'écrivant. J'avais laissé mon téléphone portable, c'était en 2006, un téléphone à clapet LG, en charge pendant que j'étais au travail. Après une journée de 8 heures, je suis rentré chez moi et je l'ai récupéré. Il y avait un message vocal provenant d'un numéro inconnu. Je l'ai écouté, et c'était un homme qui disait avoir reçu un appel de mon numéro et voulait s'assurer que ce n'était pas quelqu'un qu'il connaissait et qui aurait pu avoir besoin d'aide. J'ai vérifié le journal des appels et, effectivement, à 14 heures, soit environ 3 heures avant que je rentre chez moi, mon téléphone avait passé un appel. Je l'ai rappelé et je lui ai demandé si quelqu'un avait dit quelque chose. À ce moment-là, j'étais convaincu que quelqu'un était entré chez moi. Il m'a dit qu'il entendait quelqu'un parler en arrière-plan, mais que ce n'était pas compréhensible. C'est pour ça qu'il avait rappelé. Je n'ai jamais réussi à savoir s'il s'agissait d'un intrus poli qui aurait utilisé mon téléphone sans rien voler ou de quelque chose de plus spirituel. Je ne suis pas vraiment croyant en matière de fantômes, mais pas mal de choses inexplicables se sont produites dans cette maison. Quand j'étais enfant, peut-être vers l'âge de 7 ans, après que ma mère ait divorcé de mon père, nous avons emménagé dans un appartement vraiment étrange. Je pense que les enfants ont une sorte de sixième sens pour ressentir les choses bizarres, et je crois que j'ai senti dès le départ que quelque chose clochait dans cet endroit. Petit détail qui explique probablement en partie pourquoi cet appartement m'a toujours mis mal à l'aise, ma mère avait eu un super prix, parce qu'elle avait accepté de le remettre un peu en état. Rien de très compliqué, juste nettoyer les affaires laissées par l'ancien locataire et repeindre un peu les murs. Le locataire précédent avait disparu du jour au lendemain. Le propriétaire avait expliqué que le moment de payer le loyer était venu et passé sans nouvelles. Après de nombreux appels restés sans réponse, ils étaient entrés dans l'appartement et avaient trouvé toutes les affaires du locataire mais plus de locataires. L'appartement était agencé de la façon suivante. En entrant par la porte d'entrée, il y avait immédiatement un escalier sur la gauche, une chambre directement sur la droite, et un couloir droit devant qui menait à un salon ouvert avec une cuisine au fond. Donc si on se tenait à l'entrée, on pouvait voir la chambre, les escaliers et le salon. Et une fois dans le salon, on avait une vue complète sur la cuisine. Un jour, je jouais à un jeu sur l'ordinateur dans la chambre du bas, et j'ai commencé à avoir faim. Je suis sorti de la chambre en appelant ma mère tout en marchant dans le couloir. Pas de réponse. En arrivant dans la cuisine, elle n'y était pas. Je suis redescendu le couloir et j'ai commencé à monter les escaliers, mais arrivé à mi-hauteur, j'ai ressenti une sensation vraiment oppressante, comme quelque chose de malsain, alors j'ai fait demi-tour, toujours en appelant ma mère. En bas des escaliers, j'ai ouvert la porte d'entrée et crié son nom, toujours sans réponse. Je suis ensuite allé vers la porte-fenêtre au fond du couloir, on n'avait pas de jardin, juste une petite terrasse, c'était un immeuble, et il n'y avait personne. Paniqué, je suis retourné vers la chambre du début, en me demandant quoi faire. J'ai décidé de prendre le téléphone pour appeler quelqu'un. Je suis donc reparti vers le couloir pour le chercher, et là, ma mère se trouvait dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Quand je lui ai demandé où elle était passée, elle m'a dit qu'elle avait été là tout le temps. Je lui ai demandé pourquoi elle ne répondait pas quand je l'appelais, ou si elle m'avait vu ouvrir la porte-fenêtre. Elle a dit que non. Cela fait maintenant environ 15 ans, et je pense encore régulièrement à cet incident. Cet appartement me foutait vraiment la trouille. Le jour où on a déménagé, on a découvert un genre de pièce cachée, dissimulée derrière une grille de ventilation qu'on n'avait jamais remarquée en 2 ans. Je faisais des cauchemars récurrents avec le même homme, et il y a eu plusieurs fois où la porte d'entrée refusait de se verrouiller, ou bien on se réveillait le matin et elle était grande ouverte. Je suis tellement soulagé qu'on n'ait pas vécu là plus longtemps.
Une fois, à la fac, des amis et moi avons pris la voiture pour sortir de la ville et rouler sur une route de campagne isolée, histoire de fumer un peu d'herbe. On n'avait pas vraiment d'endroit sûr pour fumer près du campus, et on était assez bête pour penser que c'était plus prudent dans une voiture en mouvement. Donc, après la tombée de la nuit, on est sur le chemin du retour vers la ville, et d'un coup, sans prévenir, on se retrouve dans un énorme embouteillage sur cette route de campagne. Il y avait plein de voitures devant nous, et même des gens qui essayaient de doubler par l'accotement. Des voitures passaient à toute vitesse dans l'autre sens, même si cette direction ne menait nulle part. Il y avait une sorte de chaos général, comme si on sortait d'un match dans un grand stade. Mais il n'y avait ni gyrophare, ni pompiers, ni accident. Rien du tout. On hurlait littéralement dans la voiture tellement c'était bizarre. C'est arrivé d'un coup, de nulle part. Et cette route à deux voies ne menait vraiment pas à une destination logique pour autant de monde, pourtant elle était complètement bouchée. Puis, tout à coup, toutes les voitures ont disparu. Plus de bouchons, on roulait à nouveau tranquillement, mais je ne me souviens pas avoir vu d'autres voitures ni devant, ni derrière nous. C'était comme si on était seul sur la route. On a complètement halluciné et on n'a pas arrêté d'en parler pendant au moins une semaine. J'aimerais dire que c'était un bug dans la matrice, mais c'est sûrement juste qu'on fumait de la bonne. Un jour, je conduisais avec mon fils, 3 ans, et ma fille bébé. Mon fils était dans un siège auto, tout au fond de mon van. Ma fille était au milieu. Je sais que mon fils portait des bottes, parce qu'il n'y avait pas de neige au sol, j'ai essayé de lui mettre des chaussures normales et il s'est mis à hurler comme si on l'égorgeait, jusqu'à ce que je lui mette ses bottes. On est allé directement dans le van. Quand on est arrivé à destination, un supermarché à moins de 10 minutes de route, il n'avait plus ses bottes. Et il faut savoir que les vitres à l'arrière de mon van ne s'ouvrent pas du tout. Celles du milieu non plus. Seule celle de l'avant s'ouvre, et vu qu'on était en hiver, je ne les ai évidemment pas ouvertes. Après une recherche rapide sur le parking, sans résultat, on a dû rentrer à la maison, parce qu'il ne pouvait évidemment pas marcher dans le magasin en chaussettes. Une fois de retour, j'ai fouillé la voiture correctement. Au bout de 20 minutes, ce n'était même plus une question d'aller faire les courses. C'était une question de principe. Il fallait que je retrouve ces foutues bottes. J'ai retiré les sièges auto et même les sièges eux-mêmes. J'ai fouillé tous les recoins accessibles, et encore plus, sachant que mon fils, attaché dans son siège, n'aurait jamais pu atteindre ces endroits. J'ai même vérifié tout le trajet entre la maison et la voiture, là où je lui avais mis les bottes. Je n'ai jamais retrouvé ces foutues putains de bottes. Ma mère m'a raconté ceci. Dans la chambre de mes parents, il y avait un très grand dressing. Techniquement, c'était un seul placard, mais il avait 2 portes d'entrée. Entre les 2 portes, il y avait une étagère en hauteur et une tringle pour suspendre les vêtements. Du coup, cela fonctionnait comme 2 dressings séparés, mais on pouvait passer de l'un à l'autre en se baissant sous les vêtements accrochés au milieu. Un soir, elle se trouvait de son côté du dressing et, à travers l'espace entre l'étagère et la tringle, elle a vu mon père entrer de son côté. Elle a entendu les cintres en métal glisser pendant qu'il cherchait quelque chose à se mettre, et elle a vu les vêtements du milieu bouger, comme s'ils avaient été frôlés depuis l'autre côté. Depuis sa position, elle a commencé à lui parler de quelque chose sans importance. Puis elle a entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir. Elle a passé la tête hors du dressing et a vu mon père sortir clairement de la douche. Elle est allée voir de l'autre côté du dressing et rien. Et jusqu'au moment précis où elle a regardé vers la salle de bain, elle te jurera qu'elle voyait encore mon père dans le dressing. Ça a été inexpliqué pendant un moment, mais c'était vraiment flippant et, à ce que je sache, un vrai bug de la réalité. Je rentrais chez moi en voiture, je crois que je revenais d'une librairie, quand j'ai soudainement remarqué que les panneaux de signalisation perdaient des lettres. Par exemple, un panneau stop affichait juste STP puis d'autres choses que je voyais ont commencé à manquer de morceaux, mais sans laisser d'espace vide, comme si la réalité était une feuille de papier qu'on pliait pour cacher certains éléments. J'ai réussi à conduire jusqu'à chez moi dans cet état,
en me retenant de paniquer complètement. Une fois rentré, tout est redevenu normal. Puis la pire migraine de toute ma vie m'est tombée dessus. Ma toute première, en fait, et heureusement, je n'en ai eu qu'une autre depuis, avec plusieurs années d'écart. J'avais déjà entendu parler des symptômes des migraines, comme les couleurs étranges, les lumières clignotantes ou des sortes de flous qui gênent un peu la vue, des choses comme ça. Mais jamais personne n'avait mentionné que ça pouvait donner l'impression que la réalité elle-même était en train de se tordre autour de toi. C'était l'été, et mon grand-père, ma grand-mère, ma mère et moi travaillions dans le jardin. Il est assez grand, il y a beaucoup d'herbe à tondre et plein de choses à faire. Après tout ce travail, ma mère me demandait toujours d'aller chercher du soda, parce que tout le monde avait soif. Il faisait encore assez chaud, même si c'était le soir. Une fois que tout le monde avait bu, ma mère m'a demandé de remettre la bouteille au frigo, qui se trouvait dans le sous-sol, utilisée comme pièce à vivre, seule une petite partie servait de rangement. Donc je descends au sous-sol, et il faut noter que la pièce avec le frigo se trouve à environ 20 à 30 secondes de la sortie, et qu'il faut passer par 2 portes équipées de ces rideaux anti-mouches en lamelles. Je mets le soda dans le frigo, je ferme la porte et je repars. Rien d'étrange, non? Sauf que j'ai dû le faire 3 fois. La bouteille de soda réapparaissait à chaque fois que je la rangeais et que je tournais le dos. Tout le monde était dehors, et il n'y avait qu'une seule bouteille dans la pièce. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il y a sans doute eu d'autres moments étranges comme celui-là, mais c'est celui dont je me souviens le plus clairement. J'étais à la fac et j'étais rentré chez moi pour les vacances ou un jour férié. Mon père était parti faire quelques courses de dernière minute pendant que ma mère finissait de se préparer. Moi, j'étais déjà prêt et assis à la table de la cuisine, en train de faire défiler mon téléphone. Pour situer la scène, depuis ma place à la table, je peux voir par la porte arrière les escaliers qui descendent vers l'allée et les garages au sous-sol. J'entends un bruit de moteur qui semble venir du garage en dessous et je me dis que j'ai dû rater l'arrivée de mon père. Je termine ce que je fais sur mon téléphone, puis j'entends des sacs de courses froisser dans l'escalier du sous-sol, derrière moi. Je me lève pour aller l'aider à décharger. Mais quand je tourne au coin du couloir, il n'y a aucun mouvement, aucun son, et aucun sac posé près de la porte, comme d'habitude. Alors j'ouvre la porte du garage et son côté est vide. Je referme simplement la porte et je retourne m'asseoir à la table. À peine suis-je assis que je vois le camion de mon père entrer dans l'allée et commencer à reculer vers le garage. Cette fois, j'entends les sacs, et je descends. « Salut papa, tu veux un coup de main ?» J'avais environ 7 ans et je courais dans le jardin derrière la maison d'un ami. Autour de mon cou, il y avait un cordon en tissu, et au bout pendait une médaille en bronze estampée que j'avais eue lors d'une fête médiévale quelques jours plus tôt. En courant, comme le maladroit que j'étais, j'ai trébuché vers l'avant, et le collier avec la médaille s'est envolé de mon cou pour atterrir quelques mètres devant moi. Je commençais à me relever quand j'ai regardé vers le collier, et je me suis figé. Il était en train de s'enfoncer dans le sol. La partie métallique a été avalée en premier, puis tout le reste du cordon. J'étais tellement choqué que je ne pouvais pas bouger. J'ai fini par réagir et me suis jeté en avant pour essayer d'attraper le dernier morceau du cordon, juste avant qu'il disparaisse sous terre. Je suis resté là à fixer le sol, à le toucher et à le gratter pendant bien 10 minutes. Il était complètement solide. Je ne l'ai jamais revu, et je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'avais environ 11 ans et je jouais avec ma petite sœur et 2 amis au fond de leur jardin. C'était une zone semi-rurale, et derrière, il y avait un champ de vaches qui s'étendait sur près d'1 kilomètre avant d'arriver à une autoroute. Il n'y a eu aucun changement visible autour de nous, mais soudainement, les vaches ont cessé de faire le moindre bruit, et on n'entendait plus le trafic de l'autoroute, alors qu'habituellement, il était constant. On s'est tous figés, comme si on avait tous ressenti quelque chose en même temps. L'air semblait lourd,
comme s'il pesait sur nous, et on sentait tous une chaleur picotante sur la peau exposée. Ça a duré bien 10 secondes, puis c'est reparti aussi vite que c'était venu. Les vaches se sont mises à s'agiter dans tous les sens et le bruit de l'autoroute est revenu. On était tous d'accord pour dire qu'on avait ressenti la même chose. Je me demande encore quel phénomène météo étrange a bien pu se produire ce jour-là. J'ai eu une enfance marquée par des abus. Un jour, au collège, un ami est venu chez moi, chose très rare pour moi. Nous étions sur le point d'entrer dans la maison pour aller dans ma chambre. La porte qu'on empruntait donnait sur la buanderie, où le lave-linge et le sèche-linge se trouvent juste en face de l'entrée. Donc parfois, si quelqu'un fait la lessive, la porte peut le heurter. J'ai eu une prémonition. Je n'ai pas d'autre mot. J'ai posé ma main sur la poignée, et j'ai eu une vision très claire, presque une certitude, des mots exacts et du ton exact que ma belle-mère allait employer pour me hurler dessus dès que j'ouvrirais cette porte. Je me suis tourné vers mon ami et je lui ai dit, quand j'ouvre cette porte, ma mère va être là, et elle va être très en colère. Il m'a regardé avec un air très perplexe, mais dès que j'ai ouvert la porte, elle s'est mise à hurler exactement comme je l'avais vu. On a alors couru tous les deux jusqu'à ma chambre. Je ne crois pas au surnaturel, à la religion, à l'occulte, aux fantômes, ou à quoi que ce soit de ce genre. Mais chaque fois que je commence à sombrer complètement dans un état d'athéisme absolu, à la mode nerd arrogant, je repense à ce moment-là. Ce n'est pas une preuve irréfutable, parce qu'elle m'avait déjà crié dessus pour ça plusieurs fois. Mais je n'oublierai jamais la certitude totale que j'ai ressentie à cet instant précis, de ce qui allait se passer. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit depuis. Mon ami aussi a été profondément troublé. Il me semble que chaque fois que j'apprends un nouveau mot ou une nouvelle idée, il ne faut pas longtemps avant qu'il apparaisse quelque part dans ma vie quotidienne. Pourtant, avant ce moment d'apprentissage, je n'ai absolument aucun souvenir de l'avoir déjà croisé, comme s'il avait toujours été invisible à mes yeux. Par exemple, j'ai découvert récemment le mot palimpseste, et à peine quelques jours plus tard, il est apparu dans un livre que je lisais, puis encore dans une discussion à la radio. Avant ça, j'aurais juré ne jamais l'avoir entendu. C'est comme si l'univers décidait de jouer avec moi, ou peut-être que mon esprit commence simplement à remarquer ce qu'il ignorait jusque-là. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que ce phénomène ne s'arrête pas aux mots. Il m'arrive aussi avec des idées, des concepts ou même des lieux. Un jour, je lis un article sur un philosophe dont je n'avais jamais entendu parler, et soudain son nom revient dans une conversation, puis dans une citation que je vois passer en ligne. C'est comme si, en apprenant quelque chose de nouveau, je débloquais un filtre et que cette chose se mettait à exister dans le monde autour de moi, alors qu'elle était toujours là, cachée dans un coin de mon ignorance. Je me demande combien d'autres choses restent invisibles simplement parce que je ne suis pas encore prêt à les remarquer. J'ai rêvé que j'étais dans un train. Un accident violent. Le wagon a déraillé, puis tout s'est enchaîné. L'homme assis juste devant moi a été décapité sous mes yeux. Ensuite, le feu s'est déclaré dans la rame, et avant même que je puisse réagir, le train a basculé d'un pont pour s'écraser dans une étendue d'eau noire. J'ai coulé. Je me suis noyé. Et c'est à ce moment-là que je me suis réveillé, haletant, complètement paniqué. Je me suis assis sur mon lit, j'ai regardé autour de moi, j'ai réalisé que j'étais vivant. Et puis, sans trop comprendre pourquoi, je me suis recouché. J'ai refait exactement le même rêve. Même homme, même feu, même chute, même noyade. Encore. Puis encore une fois. Le cauchemar tournait en boucle. Comme un vieux magnétoscope fatigué qui refuse de passer à la suite. À chaque réveil, je pensais être sorti de ce piège, mais le rêve me reprenait. La nuit entière est passée comme ça, répétitive, épuisante, absurde et terrifiante. Le lendemain, j'ai traîné mon corps vidé jusqu'au travail. J'étais fatigué comme si j'avais réellement passé la nuit à me noyer. En entrant dans le bâtiment, j'ai croisé le bureau des bénévoles. Il y avait,
Comme d'habitude, une pile de journaux locaux. En jetant un œil sans trop réfléchir, un titre a accroché mon regard et m'a figé. La veille au soir, un train avait déraillé avant de tomber d'un pont dans une rivière. La description était glaçante. Les premières informations parlaient de victimes, d'un incendie à bord, et plus tard, les détails sont sortis. Parmi les blessés graves, certains avaient été mutilés. Il y avait eu au moins un cas de décapitation. Je suis resté là un moment, incapable de détourner les yeux de l'article. Je ne comprenais pas comment j'avais pu rêver cette scène avec une telle précision. Je n'avais vu aucune alerte la veille. Aucun bruit, aucune rumeur. Et pourtant, j'avais vu tout ça, encore et encore, comme si quelqu'un avait décidé de me faire revivre ce drame jusqu'à ce que je le comprenne, ou peut-être juste pour m'en faire témoin. Un orage d'été approchait à toute vitesse. Le vent soufflait déjà fort, les arbres se courbaient, mais aucune goutte n'était encore tombée. J'ai toujours été fasciné par le temps qu'il fait, surtout quand il devient extrême, alors je suis sorti et je me suis installé sur une chaise de jardin, en plein milieu de la pelouse. Rien autour de moi. 10 bons mètres entre moi et le moindre arbre, mur ou objet. Et puis, sans avertissement, quelque chose m'a frappé en plein visage. Un choc sec, précis. J'ai sursauté, j'ai porté la main à ma joue et j'ai regardé autour de moi, un peu sonné. Par terre, juste à côté de ma chaise, il y avait une noix. Une vraie noix entière, avec sa coque encore fermée. Sauf qu'on n'a jamais eu de noyer, ni dans notre jardin ni dans ceux des voisins proches. Aucun arbre du genre à moins de plusieurs pâtés de maison. Et personne chez nous ne mange de noix en l'état. Ma famille se nourrit presque exclusivement de produits transformés, industriels. Même les fruits secs viennent en sachets plastiques, sans rien de naturel dessus. Je suis rentré avec cette noix à la main, encore un peu étourdi par le coup. J'ai voulu la montrer à mes parents, espérant au moins une réaction, une explication, une question. Mais personne n'a levé les yeux. Ils ont à peine haussé les épaules. Ils se sont contentés de me dire de ne pas traîner ça sur la table. Je l'ai gardée, pourtant. Je l'ai mise dans un tiroir de mon bureau. Je l'ai regardée plusieurs fois les jours suivants. Elle était bien réelle. Mais je n'ai jamais réussi à comprendre. Aucun bruit dans le ciel, aucune trace d'un oiseau ou d'un projectile. Rien qui puisse justifier cette chose tombée de nulle part, exactement à cet instant, exactement sur moi. J'avais 6 ou 7 ans quand mon chat est mort. C'était la première fois que je faisais face à la mort, et ça m'a bouleversé. Je me souviens très clairement du vide qu'il a laissé derrière lui. Je ne comprenais pas vraiment ce que ça signifiait, mais je sentais que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Un mois plus tard, alors que je jouais tranquillement dans ma chambre, je l'ai vu entrer. Mon chat. Comme si rien n'avait changé. Il a traversé la pièce avec son allure tranquille, exactement comme il le faisait avant. Je ne me suis pas figé, je n'ai pas crié, je n'ai même pas été surpris. Je me suis simplement penché pour le caresser, comme je l'avais toujours fait. Mais au moment où ma main a touché le vide, il avait disparu. Je n'ai pas réfléchi. Je ne me suis pas demandé pourquoi ni comment. Son absence, sa mort, ne m'ont même pas effleuré l'esprit à cet instant-là. Et pourtant, je savais. Quelque part au fond, je savais qu'il n'était plus là. La même scène s'est répétée plusieurs fois. Toujours dans le calme. Toujours dans ma chambre. Il entrait, silencieux, paisible. Parfois il me regardait, parfois non. Et moi, je ne posais pas de questions. Il était là, et c'était suffisant. Jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Puis un jour, mes parents ont ramené 2 nouveaux chats à la maison. Des petits. Pleins d'énergie, maladroits et bruyants. À partir de ce moment-là, je ne l'ai plus jamais revu. Plus d'apparitions, plus de passages discrets dans ma chambre, plus de regards familiers. Ce n'est que bien plus tard que j'ai repensé à tout ça avec un œil d'adulte.
Je me suis demandé si c'était le chagrin qui m'avait joué des tours ou si mon esprit d'enfant refusait simplement de lâcher prise. Mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'il est revenu, je n'ai jamais douté qu'il soit réel. Pas une seconde. Et peut-être que c'était sa façon de me dire au revoir. Ou peut-être qu'il attendait juste que je sois prêt à laisser la place à autre chose. Il y a longtemps, j'en avais assez de tout. La vie, le bruit, les jours qui se ressemblent, le poids constant sans nom. J'ai fini par faire un pas. Un seul. J'ai quitté le trottoir et suis descendu sur la chaussée, droit devant un camion-benz qui arrivait à pleine vitesse. Je me suis tourné. J'ai regardé la calandre du monstre foncer sur moi. Il n'y avait pas de panique. Pas de cri. Juste un silence étrange dans ma tête, comme si tout s'était arrêté, comme si le monde s'était vidé autour de moi. J'ai fermé les yeux. Et puis je les ai rouverts. Le camion m'a frôlé. Il est passé devant moi, intact, sans même ralentir. Et moi, j'étais de nouveau debout sur le trottoir, là où tout avait commencé. Comme si rien ne s'était produit. Comme si ce pas n'avait jamais eu lieu. Je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais trouvé d'explication rationnelle ou surnaturelle. Je ne sais même pas si je veux en chercher une. Mais parfois, j'y repense. Et je me demande si c'est moi qui ai reculé, sans m'en rendre compte. Ou si, pendant une fraction de seconde, le monde a décidé de me donner une seconde chance sans me prévenir. Et depuis ce jour, même si je n'ai pas toutes les réponses, je continue de marcher. Parce que quelque chose, quelque part, a choisi que je sois encore là. Quand j'étais gosse, je jouais avec un élastique dans un terrain vague où il y avait un vieux but de foot. Juste un cadre en métal rouillé avec un filet pendu de travers. Sans trop réfléchir, j'ai tendu l'élastique entre mes doigts et je l'ai tiré vers le but, comme on le fait 1000 fois sans viser. L'élastique est parti. Rien de spécial, pas plus rapide ni plus fort qu'un autre. Et puis, en m'approchant, je me suis figé. Il ne traînait pas au sol. Il n'avait pas rebondi. Il n'était pas coincé dans un coin du cadre. Il était là, suspendu. Accroché parfaitement, sans être cassé, autour d'une seule corde du filet. Comme si quelqu'un l'avait déposé là exprès. Comme si je l'avais visé au millimètre près avec un tir impossible. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Je suis resté planté là un moment, à regarder cette boucle d'élastique autour de la corde, essayant de comprendre l'angle, la trajectoire, le rebond éventuel. Rien ne faisait sens. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que je n'ai jamais pu le reproduire. J'ai essayé, encore et encore. Impossible. L'élastique tombait, partait de travers, ou disparaissait dans l'herbe. Je n'ai jamais compris comment c'était arrivé. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas effrayant. Juste impossible. Un de ces moments minuscules qui n'ont aucune logique. Et pourtant, je m'en souviens encore parfaitement. Parfois, je me demande si ce n'était pas le monde, juste une fois, qui avait décidé de plier ses propres règles. Pour rien. Juste pour me faire me poser la question. Ma copine et moi étions dehors, sur la pelouse devant chez elle. On parlait tranquillement, rien d'inhabituel. Puis, en plein milieu d'une phrase, j'ai ressenti quelque chose sur ma gauche. Pas un bruit, pas un mouvement, juste une sensation brutale, écrasante. Quelque chose de mauvais. Vraiment mauvais. Je me suis arrêté net, sans réfléchir. J'ai tourné la tête. Elle aussi. Elle n'avait aucune raison de le faire, aucune indication de ma part. Mais elle a bougé exactement au même moment. À une trentaine de mètres de nous, il y avait une silhouette. Quelque chose de vaguement humain, mais pas tout à fait. L'éclairage ambiant, lampadaire, lumière de la maison, ciel pas encore complètement noir, suffisait à révéler ce que ce n'était pas. Ce n'était pas une personne. C'était une forme sombre, plus dense que l'ombre,
mais floue sur les bords, comme si elle ne voulait pas être définie. Elle m'a demandé « Tu vois ça ?» Elle ne savait même pas pourquoi je m'étais arrêté de parler. Je n'ai pas répondu. J'ai juste hoché la tête. Et sans un mot de plus, on s'est mis à courir vers la maison. On n'a pas crié. On n'a pas dit un mot de tout le trajet. On a juste su. Tous les deux. Que ce n'était pas normal. Que ça ne devait pas être là. Je n'ai jamais trouvé d'explication. J'aimerais dire que c'était un effet d'optique, un jeu d'ombre, une illusion née de la peur ou de la fatigue. Mais la vérité, c'est que cette sensation m'a frappé avant même que je voie quoi que ce soit. Ce n'est pas mes yeux qui ont d'abord réagi. C'est autre chose. Comme si mon corps avait senti une présence avant que mon esprit puisse la comprendre. Et depuis, je me demande si ce qu'on a vu était réel, ou si ça l'est encore quelque part. Un soir, un ami et moi étions dehors pendant qu'il changeait la batterie de la voiture de sa copine. Il faisait déjà nuit, et un épais brouillard couvrait tout le quartier. L'atmosphère était étrange, feutrée, comme si le monde était devenu plus petit autour de nous. Puis, sans le moindre avertissement, une lumière blanche a éclaté. Pas un simple flash. Pendant une demi-seconde, tout, la rue, les maisons, nous, la voiture, a été submergé. C'était une lumière pure, uniforme, sans source visible. Pas comme un projecteur, pas comme un éclair. Juste une illumination totale, venue de nulle part. Quand c'est retombé, on s'est regardé. On a fait le tour du pâté de maison. Pas un bruit. Aucune voiture. Aucune lumière allumée chez les voisins. Rien. Absolument rien qui aurait pu produire ça. On a essayé de se convaincre que c'était un phénomène naturel, un dysfonctionnement électrique, un reflet bizarre dans la brume. Mais on n'a jamais trouvé la moindre explication. Alors, à défaut de mieux, on a adopté une théorie. Depuis ce soir-là, on est convaincu qu'un Terminator a été envoyé depuis le futur, et qu'il a atterri en plein milieu du quartier de mon pote, quelque part derrière un buisson, nu comme un verre et probablement déjà à la recherche d'une moto et de vêtements en cuir. Et franchement, au vu de ce qu'on a vu, ou plutôt de ce qu'on n'a jamais pu expliquer, c'est encore ce qui semble le plus logique. Un matin, je me suis réveillé, je suis sorti du lit, j'ai brossé mes dents, pris mon petit déjeuner, comme d'habitude. Rien d'inhabituel. C'était un jour de repos, alors j'ai traîné un peu dans la maison. J'ai joué sur ma vieille console portable, gratté quelques accords à la guitare, laissé le temps couler doucement. Une matinée paresseuse, sans urgence, sans projet. Et puis, sans transition claire, je me suis retrouvé au volant de ma voiture, à plusieurs kilomètres de chez moi, en route vers la librairie Barnes & Noble de la ville voisine. Je n'ai aucun souvenir précis de m'être préparé à sortir. Juste cette soudaine prise de conscience, j'étais sur la route. Le ciel était plus lumineux, la radio était allumée. Comme si une coupure venait de se refermer derrière moi. J'ai ralenti. Je me suis garé sur le bas-côté, le moteur encore allumé, les mains sur le volant. J'ai essayé de faire le tri dans ma tête. Je me souvenais m'être levé, m'être lavé, avoir arrosé les plantes, rangé un peu le salon, puis avoir pris mes clés et quitté la maison. Cette version-là du matin était claire, ordonnée, cohérente. Mais en même temps, je me souvenais tout aussi nettement de l'autre matinée. Celle où j'étais resté affalé sur le canapé, celle où j'avais joué de la musique, perdu du temps sans but. Je n'avais pas rêvé. Je connaissais l'ordre des choses, les gestes que j'avais faits. Je les avais vécus. 2 matinées différentes. 2 déroulements qui n'avaient rien à voir. Et pourtant, les deux étaient là, dans ma mémoire, côte à côte. Comme si elles s'étaient déroulées en parallèle, puis avaient fusionné brusquement au moment où je m'étais retrouvé en voiture. Je suis resté assis là un long moment, à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Je ne l'ai jamais vraiment su. Je n'ai pas perdu connaissance. Je n'ai pas rêvé. Je n'étais pas fatigué ni malade.
J'avais simplement vécu deux versions d'un même matin. Et elles étaient toutes les deux vraies, sans s'annuler, sans se contredire. Comme si le monde avait hésité. Depuis, je me demande combien de journées se superposent ainsi, discrètement. Et combien d'entre elles on oublie simplement parce qu'elles ne recollent pas à ce qu'on croit être la seule réalité. Un jour, je me suis réveillé assis tout en haut des poteaux de but d'un terrain de foot. Littéralement perché là, à plusieurs mètres du sol. Il devait être autour de 6 heures du matin, l'air était encore un peu frais, silencieux. Aucun souvenir de comment j'étais monté là, ni pourquoi. Juste cette prise de conscience soudaine, j'étais là-haut, éveillé, comme si c'était normal. En contrebas, une fille faisait des tours de piste. Elle courait autour du terrain, concentrée, régulière, comme si c'était sa routine matinale. À un moment, elle m'a vu. Elle a levé les yeux, a dû se poser des questions. Un gars figé en haut d'un poteau à l'aube, ça ne passe pas inaperçu. Mais elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à courir. Je me suis toujours demandé ce qu'elle a pensé. Est-ce qu'elle a cru que c'était une sorte de défi débile? Une performance étrange? Ou juste un type bizarre en train de méditer à 3 mètres du sol? Peut-être qu'elle s'est dit qu'elle n'avait pas envie de savoir. Qu'il valait mieux ne pas poser de questions. De mon côté, j'ai fini par redescendre prudemment, encore à moitié endormi, le corps raide et l'esprit vide. Je n'ai jamais retrouvé la moindre explication logique à ce réveil. Pas d'alcool, pas de somnambulisme diagnostiqué, personne pour m'avoir aidé à grimper. Et ce qui me reste de cette histoire, ce n'est même pas le mystère. C'est juste cette image, moi, là-haut, et elle, en train de courir, chacun absorbé dans quelque chose d'incompréhensible pour l'autre, mais acceptant quand même que ça fasse partie du matin. Notre matelas n'avait pas ces petites poignées en tissu. J'en suis certain. Ce genre de détail, ça se remarque, surtout quand on le manipule régulièrement. Il n'y avait rien sur les côtés. Pas de poignée, pas de couture supplémentaire. Juste le tissu tendu et lisse. Et puis, la semaine dernière, pendant que je changeais les draps comme d'habitude, elles étaient là. Une de chaque côté. Solides, bien cousues, comme si elles avaient toujours fait partie du matelas. J'ai figé un instant ma main dessus. Pas parce qu'elles étaient là, mais parce que je savais qu'elles ne l'étaient pas avant. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien vérifié. Je me suis contenté de finir le lit et de me dire que peut-être, j'avais tort. Ou que je n'avais jamais fait attention. Même si je savais que ce n'était pas vrai. Depuis, je n'ai pas osé regarder à nouveau. Je dors dessus tous les soirs. Je passe à côté tous les jours. Mais je ne regarde pas. Parce que si je regarde et qu'elles ont disparu, ou pire, qu'il y en a plus qu'avant, je ne saurais plus quoi croire. Il y a plusieurs années, je rentrais tard du travail. La route était calme, presque vide, et je me suis arrêté à un feu rouge comme d'habitude. J'étais fatigué, j'attendais juste que le feu passe au vert pour continuer mon chemin. Puis, sans avertissement, toute ma voiture a violemment basculé vers la droite. Pas juste un à-coup, pas une vibration, elle a carrément décollé du sol sur un côté, assez pour que ma boisson se renverse et atterrisse sur le siège. Le moteur s'est coupé, calé net, et j'ai eu ce moment de flottement, figé, sans comprendre. J'ai levé les yeux. Le feu était passé au vert. Alors j'ai redémarré, c'était une boîte manuelle, j'étais habitué. J'ai commencé à avancer doucement, prêt à me garer juste après l'intersection pour voir ce qui avait bien pu heurter la voiture. Et c'est là que l'autre véhicule est arrivé. Un SUV, lancé à pleine vitesse, a grillé le feu rouge de l'autre côté et a percuté de plein fouet un transformateur électrique sur le trottoir. Le bruit a été brutal, métallique, suivi par des étincelles et le claquement du métal tordu. Si je n'avais pas été décalé de quelques secondes par cette poussée incompréhensible,
la voiture m'aurait percuté directement sur la porte conducteur. J'ai appelé les secours. Je suis resté sur place pour donner mon témoignage. Les policiers ont pris ma déposition, noté les détails. Quand l'ambulance est repartie, ses sirènes étaient éteintes. Je n'ai jamais su ce qu'était cette force qui m'avait projeté de côté. Aucune trace d'impact, rien sur la route, pas de voiture à l'arrière. Pas de vent, pas d'obstacle. Juste une poussée soudaine, sans cause visible. Et depuis ce jour-là, je repense parfois à ce moment. À cette seconde que je n'ai pas vécue, à cet accident que j'ai évité sans le vouloir. Et je me demande s'il y a quelque chose qui a décidé, juste cette fois, que je n'avais pas à mourir là. J'avais rendez-vous à la gare avec un type trouvé sur Craigslist. Il voulait m'acheter mon ancien téléphone pour 200 €. On avait tout calé à l'avance, l'heure, l'endroit, ce qu'il porterait pour qu'on se reconnaisse facilement. J'arrive, je vois un gars qui correspond à la description. Même veste, même allure. Je m'approche, je lui montre le téléphone. Il le prend, le regarde rapidement, sort 2 billets de 100 et me les tend. Je les prends, il me fait un signe de tête et s'en va. Rien d'étrange. Tout s'est passé calmement. Transaction propre. Je commence à rentrer à pied chez moi, téléphone en moins, 200 € en poche. Et là, mon téléphone sonne. C'est l'acheteur. Il me dit qu'il vient tout juste d'arriver à la gare et qu'il ne me voit pas. Qu'il est à l'endroit prévu, avec la veste qu'il m'avait décrite. Il cherche. Il m'attend. Je reste là, planté sur le trottoir, incapable de répondre quoi que ce soit. Mon cerveau tourne à vide. Je regarde autour de moi, comme si je pouvais encore apercevoir l'autre gars. Mais il a disparu depuis longtemps. Je n'ai aucune idée de qui j'ai vendu mon téléphone. Aucune. Ce n'était pas l'acheteur. Ce n'était pas un ami à lui. Ce type n'a rien dit, n'a posé aucune question, n'a fait aucun commentaire. Il a pris l'objet, payé, et s'est volatilisé. Et le pire, c'est que je ne sais pas ce qui me dérange le plus. Le fait que quelqu'un d'autre que l'acheteur ait su exactement comment il serait habillé. Ou le fait qu'il ait su exactement où me trouver. Quand j'avais environ 13 ou 14 ans, j'ai fait un voyage dans un autre état avec le groupe de jeunes de mon église. On a roulé pendant des heures à travers la campagne, dans une région où je n'étais encore jamais allé. La route semblait interminable, bordée de champs, de vieilles granges et de forêts épaisses. Finalement, on est arrivé dans une petite ville que personne ne connaissait. Mais moi, dès que j'ai regardé par la fenêtre, quelque chose a changé. J'ai senti une sorte de choc, un déclic étrange. J'ai reconnu l'endroit. Pas comme si je l'avais déjà vu sur une carte ou dans un film. Non. Je connaissais cette ville. Je savais, sans raison logique, que dans quelques rues il y aurait un bureau de poste sur la droite. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Le plus troublant, c'est que ce n'était pas juste un sentiment vague. Je savais à quoi allaient ressembler les bâtiments, où seraient les petites boutiques, une vieille station-service rouillée, une église en briques un peu affaissée sur un côté. À chaque tournant, je décrivais ce qu'on allait voir avant que le bus n'y arrive. Tout était là, comme dans un souvenir. Mais je n'y étais jamais allé. Les autres dans le bus ont commencé à me regarder bizarrement. Au début, c'était drôle. Ils riaient, ils pensaient que je bluffais. Mais plus les prédictions devenaient précises, plus l'ambiance changeait. Une fille m'a demandé si j'étais déjà venu ici et quand j'ai répondu non, elle m'a fixé comme si elle n'y croyait pas. Même le moniteur du groupe, d'habitude calme, s'est tourné vers moi avec un regard tendu. Il y avait une dernière chose, que je n'ai pas osé dire à voix haute. Je savais qu'en prenant un certain chemin à gauche, on arriverait à un petit parc avec une balançoire cassée. Et dans un recoin du parc, il y aurait une statue d'un enfant qui tient un oiseau. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai regardé par la fenêtre au moment exact où le bus est passé devant. La balançoire était là. La statue aussi.
Je n'ai jamais compris comment j'ai pu connaître cet endroit. Personne ne m'a jamais donné d'explication, et je n'ai jamais retrouvé ce sentiment ailleurs. Mais depuis ce jour-là, cette ville me reste en tête. Comme si une partie de moi y avait déjà vécu. Un jour, j'ai conduit sur presque 20 km en mode automatique, complètement perdu dans mes pensées. Pas juste un peu distrait, non. J'étais ailleurs, les yeux mi-clos, comme si mon esprit flottait à des kilomètres de là. Pourtant, la voiture est restée droite, je n'ai pas dévié d'un centimètre. Pas une sortie manquée, pas une ligne blanche franchie. Je ne me souviens même pas du trajet, comme si quelqu'un d'autre avait conduit à ma place. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'un ami à moi a vécu. Lui, c'est le genre à plaisanter sur tout, mais ce soir-là, il n'a pas rigolé. Il était sorti pour prendre l'air sur la terrasse, juste 2 minutes. La porte coulissante derrière lui s'est refermée. Et là, impossible de la rouvrir. Ce genre de porte ne peut pas se verrouiller depuis l'extérieur, surtout pas avec le loquet enclenché à l'intérieur. Pourtant, elle l'était. Il a tiré, poussé, essayé de glisser ses doigts entre les vitres. Rien à faire. Coincé dehors, en pleine nuit, sans téléphone. Il a paniqué, puis il a fait un truc bizarre. Il s'est approché de la porte comme s'il allait la traverser. Et d'une manière qu'il n'arrive toujours pas à expliquer, il était dedans. Pas de bruit, pas de verre brisé. Un instant, il était dehors. L'instant d'après, il se retrouvait dans le salon, debout, face à la porte encore fermée. Mais ce n'est pas fini. Il ne s'est même pas rendu compte tout de suite qu'il était passé à travers. Il pensait que la porte s'était ouverte sans bruit. C'est seulement quand il a vu son père descendre les escaliers en robe de chambre, les yeux écarquillés, qu'il a compris. Son père avait entendu frapper à la porte, s'était levé en grognant, mais en arrivant, il n'y avait plus personne dehors. Juste son fils, déjà à l'intérieur, l'air aussi surpris que lui. Quand j'étais enfant, je me trouvais allongé dans mon lit, plongé dans l'obscurité de ma chambre. Tout était calme, jusqu'à ce que j'entende mon chat miauler derrière la porte. C'était une habitude chez elle. Elle aimait dormir à mes pieds, et miaulait toujours pour qu'on la laisse entrer. Alors, sans réfléchir, je me suis levé et j'ai entrouvert la porte. Là, dans le couloir à peine éclairé, j'ai vu son ombre passer devant moi. Elle est entrée dans la chambre, doucement, comme elle le faisait toujours. Sauf qu'au lieu de sauter sur le lit ou de se rouler en boule dans un coin, elle est restée là, figée près de la porte, à continuer de miauler. Et ce n'était pas un miaulement pour demander quelque chose. C'était plus long, plus grave, presque dérangeant. J'ai tendu la main pour la prendre dans mes bras, pensant qu'elle hésitait à monter sur le lit. Mais ma main n'a rien rencontré. Juste le mur froid, là où elle était censée se tenir. Il n'y avait rien. Absolument rien. J'ai allumé la lumière en vitesse, le cœur battant. J'ai regardé autour de la pièce, cherché sous le lit, vérifié chaque coin. Pas de chat. Puis j'ai ouvert la porte de la chambre, et là, elle était là, dehors, assise tranquillement sur le carrelage, me fixant comme si rien ne s'était passé. Je ne dormais pas. Je n'étais pas en train de rêver. Je ne crois pas aux fantômes, ni à toutes ces histoires de paranormal. Mais ce moment-là, je ne l'ai jamais compris. Il n'y a eu qu'une seule fois dans ma vie où quelque chose m'a fait douter de ce que je voyais. Ce fut celle-là. Et depuis, chaque fois que j'entends un bruit dans le noir, je pense à cette silhouette silencieuse qui miaulait à ma place. Je suis retourné dans ma ville natale pour rendre visite à ma famille. Le voyage s'était bien passé, et le premier jour s'est déroulé normalement. Discussions, repas, quelques souvenirs qui revenaient en traversant les rues. Le soir venu, je me suis couché dans la chambre d'amis, épuisé par la route. Je me souviens avoir fermé les yeux une première fois, puis les avoir ouverts aussitôt, pensant que je n'avais dormi que quelques minutes. Sauf qu'il faisait grand jour.
Et ce n'était pas juste le matin suivant. On m'a expliqué que j'avais dormi pendant 36 heures d'affilée. Sauf que le plus étrange n'était pas la durée. C'était ce que les autres se souvenaient. Selon mes proches, j'avais été là pendant tout ce temps. On m'aurait vu faire la vaisselle, m'asseoir à table pour dîner, accompagner un cousin faire des courses au supermarché du coin. Mais quand ils ont essayé de se rappeler avec qui j'avais parlé, à quel moment exact j'avais été là, personne n'a pu être précis. Personne ne m'avait réellement vu. C'était comme si j'étais passé dans les pièces, silencieux, lointain. Flou. Ma tante m'a même juré qu'elle m'avait entendu rire dans le jardin, alors qu'elle lisait un livre près de la fenêtre. Elle avait supposé que je parlais au téléphone. Mais quand elle était sortie, il n'y avait personne. Juste une chaise de jardin encore chaude, tournée vers la route. Moi, pendant ce temps, j'étais certain d'avoir dormi sans interruption. Aucun rêve. Aucun réveil au milieu de la nuit. Un long tunnel noir, sans la moindre sensation. Un jour, ma mère est rentrée du travail en fin d'après-midi, comme d'habitude. Elle a posé ses affaires dans l'entrée, enlevé ses chaussures, puis elle m'a vu. D'après ce qu'elle raconte, je suis sorti tranquillement de ma chambre, j'ai traversé le couloir sans dire un mot et je suis passé devant elle sans même la regarder. Elle m'a appelé. Une fois, puis deux. Pas de réponse. Elle a trouvé ça étrange, mais elle a supposé que j'étais fatigué ou de mauvaise humeur. Elle a terminé sa routine, a préparé quelque chose à manger, et a attendu que je redescende. Mais je ne suis jamais redescendu. Parce que je n'étais pas là. À ce moment-là, j'étais chez un ami, à l'autre bout de la ville. On jouait à des jeux vidéo dans sa chambre depuis des heures. Aucun doute possible. Mon téléphone, les messages, même ses parents pouvaient confirmer. J'avais passé tout l'après-midi là-bas, et je n'étais rentré que bien plus tard dans la soirée. Quand je suis rentré, ma mère m'a regardé bizarrement. Elle m'a demandé si j'avais fait demi-tour après être sorti de ma chambre. J'ai répondu que non, que je n'avais même pas été à la maison. Elle s'est figée, comme si elle recalait quelque chose dans sa tête. Puis elle m'a dit calmement qu'elle m'avait vu. Pas juste une ombre, pas un reflet. Moi, mon visage, mes vêtements, ma démarche. Mais ce n'était pas moi. Un ami à moi et moi, on avait cette blague qui revenait souvent, nos sacs à dos étaient en fait des trous noirs. C'était notre explication préférée pour justifier comment on arrivait à y mettre autant de trucs sans jamais manquer de place. Stylos, carnets, câbles, bouteilles, gadgets, tout rentrait toujours, et souvent on retrouvait des objets qu'on ne se souvenait même pas avoir pris. Mais un jour, la blague a pris une tournure étrange. Je fouillais dans mon sac à la recherche de mes écouteurs, et je suis tombé sur un petit carnet. Ce n'était pas le mien. Je l'ai reconnu tout de suite, c'était celui de mon pote, avec son nom griffonné à l'intérieur. Rien de très bizarre jusque-là, peut-être une erreur, un moment d'inattention. Mais le truc, c'est qu'il a trouvé mon chargeur dans son sac le même jour. Et ça a continué. Plusieurs fois, sans qu'on se souvienne s'être passé quoi que ce soit. Au début, on a mis ça sur le compte du hasard. On a même rigolé en se disant qu'on s'était pris au jeu de notre propre blague et qu'on devenait juste négligent. Mais plus ça se répétait, plus on commençait à remarquer que certains objets passaient d'un sac à l'autre sans aucune raison logique. Des trucs qu'on gardait pourtant bien rangés, dans des poches zippées, parfois même dans des compartiments internes. Et puis un jour, quelque chose a changé. Mon ami avait une petite collection de stylos à plumes, dont 3 qu'il tenait particulièrement à cœur. Ils avaient disparu, il pensait les avoir perdus au lycée, ou peut-être oubliés chez un autre ami. Des semaines plus tard, alors qu'il faisait froid, j'ai mis ma vieille veste en sortant de chez moi. En mettant les mains dans les poches, j'ai senti quelque chose de rigide. J'ai sorti les objets un à un, 3 stylos parfaitement alignés, intacts. Les siens. Je n'avais aucune idée de comment ils étaient arrivés là.
Je n'avais pas porté cette veste depuis le début de l'automne. À partir de ce moment-là, je n'ai plus pu en rire comme avant. On s'est mis à penser que peut-être, nos sacs n'étaient pas normaux. Ou que ce qui se passait entre nous deux était plus étrange que de simples maladresses. On s'est dit qu'il y avait peut-être une sorte de logique secrète, un système invisible qui réagissait à nos pensées, nos accords, nos idées communes. On a commencé à plaisanter plus sérieusement sur le fait qu'un jour, on deviendrait des dieux. Pas juste pour rire. On faisait des plans, des règles, des structures. Si on contrôlait l'espace, on contrôlerait le reste. Et puis, un jour, tout s'est arrêté. Plus d'objets déplacés, plus de coïncidences étranges. Nos sacs sont redevenus normaux. Presque trop normaux. C'était comme si quelque chose avait décidé que le jeu était fini. Comme si la magie, ou ce qu'on appelait comme ça, s'était retirée. Il m'est arrivé un truc étrange récemment. Quelque chose que je n'arrive toujours pas à classer, ni à expliquer clairement. Un moment qui ressemblait presque à un glissement dans le temps, mais de façon très subtile, comme si la réalité elle-même avait bégayé. Je regardais une interview sur YouTube. Un politicien, un sujet dont je ne savais presque rien, et une personne dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. J'étais juste tombé sur la vidéo par hasard, par curiosité, pour combler un moment creux. Et puis, sans prévenir, quelque chose a basculé. En plein milieu de l'interview, le politicien parle, puis tout recommence. Pas comme si la vidéo s'était relancée depuis le début. Non. Elle a reculé d'environ 2 minutes. Juste une marche arrière discrète, comme si le temps avait fait un demi-pas en arrière. Je regarde l'écran, un peu confus, et je ressens immédiatement ce qu'on appellerait un déjà-vu. Mais c'était bien plus fort. Pas juste une impression. J'ai su exactement ce qu'il allait dire. J'ai deviné la prochaine phrase. Puis la suivante. Mot pour mot. Je les ai même murmurés en même temps que lui, avec cette sensation glaciale que je ne les devinais pas, je les connaissais. Alors j'ai vérifié. J'ai regardé la barre de lecture. Rien n'avait reculé. Je n'avais pas touché à la vidéo. Elle n'avait pas rechargé. Elle ne tournait pas en boucle. J'ai même rembobiné manuellement pour voir si c'était un bug de la plateforme, une répétition de séquence ou un montage bizarre. Mais non. Le contenu ne s'était pas répété. C'était comme si, pendant un instant, j'avais vu ces 2 minutes avant qu'elles n'arrivent. Comme si mon esprit les avait déjà vécues une première fois, ailleurs, dans un minuscule décalage parallèle. Comme si j'avais eu un aperçu du futur immédiat et qu'au moment de revenir, tout continuait normalement. Depuis, je repasse souvent cette scène dans ma tête. Pas parce que j'ai peur, mais parce qu'une partie de moi se demande si c'était un accident ou un petit trou volontaire dans le tissu du temps. Et si c'était possible de l'attraper à nouveau. Je ne me souviens pas du nom du pont. C'est flou maintenant, alors qu'il était censé être l'un des plus connus de Venise. On l'avait traversé presque par hasard, au milieu de l'après-midi, pendant une de ces longues promenades où l'on ne cherche rien de précis. Je me rappelle seulement que le soleil était caché, le ciel blanc, un peu lourd, et que l'eau en dessous semblait presque figée. J'étais venu à Venise avec ma copine. Chaque année, elle veut aller en Italie. Pas une envie, une nécessité. Elle dit que ce pays la recharge. Peu importe où, tant que c'est italien. Cette fois, c'était Venise, et moi, comme d'habitude, je l'avais suivi. J'aime voyager, j'aime marcher. J'ai 32 ans, je suis en forme, je ne bois plus depuis mes 25 ans, pas par contrainte mais par choix. Je ne fume pas non plus. J'ai une vie simple. Ordinaire. Ce jour-là, tout semblait normal. On avait déjà traversé plusieurs ponts avant celui-là. Mais quelque chose a changé dès que j'ai posé le pied sur celui-ci. C'était léger au début, presque imperceptible. Un flottement dans le corps, comme si mon poids s'était déplacé ailleurs.
Le son autour de moi restait le même, les conversations, les pas, les rires, tout continuait, mais j'étais ailleurs. Un peu en retrait, un peu trop attentif à tout. J'ai continué à marcher, sans rien dire. Elle parlait, je crois, ou elle prenait une photo, je ne sais plus. Ce dont je me souviens très bien, c'est du moment où le pont a commencé à s'allonger. Ce n'était pas une impression. C'était comme si la structure s'étirait réellement, lentement, jusqu'à ne plus avoir de fin. Les détails devenaient flous. Je n'arrivais plus à distinguer l'autre rive. Il n'y avait plus de sortie, juste une descente douce, comme si le pont s'enfonçait dans l'eau, sans jamais y arriver. Et c'est là que le bleu est apparu. Pas un bleu du ciel ou de l'eau. Un bleu entier, profond, dense, qui a commencé à envahir l'espace autour de moi. Il ne venait de nulle part. Il était simplement là, d'un seul coup, comme une marée silencieuse. Les murs, les gens, la lumière, tout s'est teinté de cette couleur. Elle n'éblouissait pas, elle absorbait. Ce n'était pas menaçant, c'était immense. Je me suis senti attiré. Complètement pris. J'ai commencé à courir. Je voulais atteindre l'autre côté, aller au bout de cette vision. J'avais l'impression que quelque chose m'attendait là-bas. J'ai dépassé les gens sans faire attention. J'ai heurté des épaules, renversé une poussette. J'ai entendu des protestations, mais je ne me suis pas arrêté. En me retournant, j'ai vu ma copine. Elle était restée en arrière, debout, figée. Elle ne comprenait pas ce que je faisais. Je crois que je ne comprenais pas non plus. Quand je suis arrivé au bout du pont, tout s'est arrêté. Plus de bleu. Le monde avait retrouvé sa forme. Les passants continuaient leur route comme si rien ne s'était passé. La lumière était redevenue normale, les bâtiments identiques à ceux de toutes les cartes postales. Il ne restait rien. Juste moi, haletant, incapable de savoir ce que je venais de vivre. Elle m'a rejoint quelques instants plus tard. Elle m'a posé des questions, mais je n'ai rien su répondre. J'ai dit que j'avais eu un vertige, un malaise. Je n'ai pas parlé du bleu. Pas ce jour-là. Peut-être que je ne voulais pas qu'elle pense que je devenais fou. Ou peut-être que je savais, au fond, qu'il n'y avait rien à expliquer. Depuis, je n'ai jamais revu cette couleur. Mais parfois, elle revient dans mes rêves. Et même éveillé, quand je repense à ce pont dont j'ai oublié le nom, j'ai la sensation que ce que j'ai vu ce jour-là n'était pas une illusion. Que Venise cache autre chose, une couche invisible, un passage que seuls quelques-uns peuvent apercevoir. Je n'ai pas compris ce que c'était, mais je sais que c'était réel. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.